Allez, on se montre. Très bien. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Vous allez sentir que j'ai un peu d'émotion dans la voix parce que c'est une très, très grande journée aujourd'hui. J'aimerais saluer la ministre de la Santé, Mme Adjou. Merci beaucoup d'être là. Dr. Rosenberg, Pablo, merci d'être venu nous voir. Oui. Bonjour tout le monde. Francine, que je connais. Je pense que quelqu'un a mis la radio en ce moment. Juste vous mettre sur silence. Super. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un... Ah, ben il y a Sonia qui a ouvert sa webcam, la courageuse. Les autres, je vous invite à allumer votre webcam, qu'on vous voit la binette un peu. On anime avec devant des humains, avoir un peu votre réaction, savoir si vous aimez ou pas, etc. Super. Ah, puis c'est le télétravail, hein? Donc on a tous un... Ça, c'est mon bureau à domicile. Je vous souhaite la bienvenue tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle François Soro. Il y en a plusieurs ici qui me connaissent. Je fais de la formation moi, sur Outlook, Teams, OneNote, la suite Google. Je suis fondateur de la firme Improve. Alors, nous, on fait de la formation depuis 10 ans en entreprise. Et aujourd'hui, pour la première fois, dans un format comme celui-là, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter un collègue puis un ami personnel à moi qui fait la formation Excel, évidemment. Vous êtes inscrit à un atelier sur Excel, fonction essentielle et raccourci pour adjoindre. Donc, cet atelier-là va être animé par Geoffroy Chapelot, qui va passer avec vous une belle heure pour vous donner des trucs et des astuces essentielles pour vous permettre de bien gérer puis d'optimiser Excel. Geoffroy, si tu peux partir, c'est toi qui es l'animateur, l'enregistrement pour que les gens qui vont vouloir réécouter en rediffusion, puis mets-le sur le cloud. Comme ça, on va être capable de récupérer l'enregistrement. Alors, ça ne sera pas quelque chose qui va être public, mais qui va être possible pour vous d'aller réécouter dans une zone YouTube non répertoriée. Juste à ce moment-là, avoir vos coordonnées, on va pouvoir vous envoyer ça. Fait que vous nous transmettrez. En fait, je pense qu'on a vos inscriptions pour la session d'aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, je vous présente Geoffroy qui donne la formation avec nous depuis plus de 4 ans maintenant, 4-5 ans. On travaille ensemble. Geoffroy, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il donne la formation sur Excel. Il l'a fait à l'interne dans les entreprises pour qui il travaillait. Il s'est tellement démarqué, il a tellement aimé cet aspect-là. Ben, c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec nous. Pas temps plein, c'est une de ses occupations. Puis il est autant comptable de formation que la formation en relations humaines avec le côté, le mix parfait du comptable et de la personne sympathique. Donc, très, très content de te laisser la parole. Je vous reviens dans les 2 dernières minutes de la rencontre. Fait que je cède la place à Geoffroy. Je vous souhaite tous une excellente session en compagnie de Geoffroy. Merci beaucoup, François, pour ta belle présentation. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je ne donne pas souvent des webinaires. En fait, c'est souvent plus des formations avec Excel. Donc, c'est un format, ça me fait vraiment plaisir de le faire pour une première fois. Donc, aujourd'hui, j'essaie vraiment de préparer de quoi qui va être amusant, donc le plus possible. Des fois, les gens ils se posent la question, Excel, amusant, 2 mots qui vont très bien ensemble. Pour moi, en fait, Excel, c'est un des objectifs de mes formations. C'est vraiment que les gens deviennent de plus en plus à l'aise, efficaces. Et puis, par le fait même, en fait, on apprend à avoir du plaisir à utiliser le logiciel. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu bon dans Excel. J'avais beaucoup de plaisir à l'utiliser, donc je me suis mis à passer beaucoup de temps à l'apprendre, puis j'essaie de communiquer un peu cette passion-là. Donc, je pense que j'ai préparé de quoi de quand même assez le fun. Il y a quand même beaucoup. On est un gros groupe, alors c'est toujours difficile de trouver quel sujet, etc. Donc, on va y aller un peu en crescendo. Je vais aller avec des choses un peu plus simples, et puis on va aller comme bâtir un peu en complexité vers la fin. Donc, c'est ça. Ça se peut qu'au début, il y en a qui s'ennuient, puis ça se peut qu'à la fin, il y en a qui trouvent que ça aille trop vite. Le but d'un webinaire, évidemment, c'est aussi pour ouvrir les horizons, donc pour pour que vous voyez des nouvelles choses. Fait que pas nécessairement que vous compreniez tout en profondeur. Puis éventuellement, quand les gens sentent le besoin, bien, ils s'inscrivent à une formation qui est un petit peu plus
un peu plus en profondeur, un peu plus étendu. C'est un investissement un peu plus de temps aussi. Donc, pour les questions, normalement, ça va aller vers la fin. Donc, à la fin, quand on va s'arrêter, je vais rester quand même quelques minutes après. Fait que c'est vraiment un besoin de poser des questions. Je suis là pour répondre aux questions. Et puis, comme François disait, la vidéo va être disponible par la suite. Donc, c'est toujours possible de le réviser, de le revoir s'il y a des petites choses que vous avez manquées. Donc, c'est ça. C'est vraiment, ça peut beaucoup aider. Donc, c'est ça. Comme je disais, vraiment les buts d'aujourd'hui de la formation, c'est vraiment d'améliorer notre efficacité, de peut-être de voir des nouveaux outils ou des nouvelles manières de faire et par le fait même, donc, d'avoir plus de plaisir à travailler avec l'application. Même s'il y a des sujets que certains connaissent déjà, comme je disais, c'est vraiment important d'être attentif dans Excel parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est vraiment du détail. Donc, le petit clic qu'il fait là, comme donc, c'est ça. Je vous demanderai d'être attentif si jamais si vous voulez profiter vraiment de toute la formation, dans le fond. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran Excel parce que dans le fond, c'est là que ça va se passer, c'est pas en me regardant. Puis, on va commencer à naviguer à travers les sujets. Donc, je vous partage mon écran. Parfait. Donc, juste me dire, est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon? Vous voyez l'écran Excel? Merveilleux. Super. Donc, le premier sujet qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un sujet assez simple, en fait, la copie, l'incrémentation, l'entrée multiple. Malheureusement, des fois, même après des années d'utilisation Excel, les gens ne saisissent pas trop bien l'incrémentation et la copie, la différence entre les deux. Donc, et c'est pourtant extrêmement pratique dans Excel. Donc, je vais, dans la cellule A23 dans laquelle je suis, je vais rentrer un chiffre, le nombre 1, en fait. Et puis, quand je vais dans le coin inférieur droit, ici, il y a une petite croix noire qui apparaît. Donc, quand je fais glisser une cellule à partir de cette croix-là, ici, donc je viens copier la cellule vers le bas dans ce cas ici. À chaque fois que vous faites cette opération-là, il y a un petit menu qui s'ouvre en bas à droite ici. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que ce menu-là comporte des options. Donc, il me permet, par exemple, de recopier les valeurs sans la mise en forme, de recopier que la mise en forme. Il me permet aussi d'incrémenter une série. Donc, si je fais incrémenter une série, Excel va m'incrémenter la série de 1 à 6. Donc, Excel, des fois, le fait automatiquement, incrémenter la série. Donc, des fois, on ne veut pas qu'il le fasse, des fois, on veut qu'il le fasse. Il y a une intelligence artificielle dans Excel, donc des fois, il va prendre la décision pour vous. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est comment vous-même allez choisir dans le menu ici, si vous voulez incrémenter une série ou faire une simple copie. Donc, il y a beaucoup de choses dans Excel qu'on peut incrémenter. Donc, des nombres. On peut incrémenter aussi un jour de semaine. Donc, si je marque lundi comme ça, je vais dans mon coin inférieur droit, je fais glisser vers le bas, je peux incrémenter un jour de semaine. Puis là, si on va dans le petit menu, on va avoir d'autres options. Donc, tout dépendamment de la nature des données qu'on va copier dans notre cellule ou incrémenter. Donc là, par exemple, j'ai incrémenté les jours, puis incrémenter les jours de semaine. Donc, si on clique là-dessus, Excel va incrémenter seulement les jours de la semaine en sautant les fins de semaine. Donc, si on fait un planning pour le travail, on peut vraiment aller comme juste faire incrémenter des jours du lundi au vendredi. On peut aussi incrémenter des abréviations de jours de semaine, par exemple. Donc, si je marque LUN point ici, je fais glisser vers le bas, Excel va me les incrémenter ici. Je peux incrémenter aussi des mois de l'année. Si je marque janvier, et puis là, cette fois-ci, plutôt que faire glisser ma souris vers le bas, je vais double-cliquer dans le coin inférieur droit. Donc, quand on double-clique dans le coin inférieur droit, la copie va se faire jusqu'au même niveau que la colonne adjacente. Donc, dans un cas de 10 lignes, c'est peut-être pas si dramatique que ça, mais quand on a comme 100 ou 200 lignes à faire glisser vers le bas, donc, je peux recommencer. Coin inférieur droit ici, je double-clique, la copie se fait jusqu'au même niveau que la colonne adjacente. Mais donc, il faut qu'il y ait des données dans une colonne adjacente. Puis toujours pareil, j'ai mon menu ici. Donc, possibilité de faire une copie seulement si je voulais copier ou de faire mon incrémentation. Autre petite chose à savoir pour l'incrémentation, on peut incrémenter tout ce qui se termine par un nombre. Fait que je pourrais incrémenter, mettons, semaine 1 comme ça.
Je l'incrémente vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on veut numéroter des choses, on peut vraiment l'incrémenter vers le bas ici. On peut incrémenter un intervalle aussi. Donc, si je veux incrémenter des valeurs par intervalle de 100, par exemple, je vais marquer mes 2 premières valeurs. Je sélectionne mes 2 cellules. Je fais glisser vers le bas, de la même manière. Donc, et là, on garde l'incrément en, c'est ça, l'intervalle en faisant notre incrémentation. Et de la même manière qu'on va incrémenter un intervalle, on peut incrémenter une date avec des intervalles aussi. Donc, si je voulais incrémenter, par exemple, 2020-01-01 ici, donc à partir du 1er janvier 2020, et puis après ça, par intervalle de 1 semaine, par exemple, je vais rentrer mes 2 premières dates, comme les nombres. Je sélectionne mes 2 dates, et puis là, coin inférieur droit de ma sélection, j'incrémente. Là, je me retrouve avec des dates avec un incrément de 1 semaine entre chaque ici. Donc, je vais même aller un petit peu plus loin. Je vais copier mon 1er janvier ici à droite. Si j'incrémente vers le bas, en fait, tiens, je vais faire undo ici, puis je vais double-cliquer donc pour copier au même niveau que la cellule adjacente. Donc, par défaut, Excel m'a incrémenté les journées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je vais dans le menu, cette fois-ci, je peux lui dire, ah ben, incrémente-moi les mois. Donc, comme j'ai une date, Excel me donne des options différentes. Alors là, à ce moment-là, j'ai les premières journées de chaque mois ici. Puis, on va faire une petite dernière ici. 31 janvier 2020. Si jamais je lui disais d'incrémenter les mois, à ce moment-là, Excel viendrait me marquer toutes les dernières journées du mois. Alors, c'est ça, un petit sujet très simple, mais vraiment, pour moi, très, très important dans Excel ici. Je pense que ça, c'est bon ici. Je vais fermer ce petit sujet-là ici. Puis, on va passer à un autre de mes sujets que j'aime beaucoup, donc, qui est le remplissage instantané. Donc, c'est un peu dans la famille de l'incrémentation. On va servir vraiment d'un outil Excel qui est dans le même menu qu'on a vu tantôt. Donc, des fois, j'ai des colonnes de données ici. Donc, nom, prénom, par exemple. Et puis, je voudrais joindre ces 2 colonnes-là dans la 3e colonne ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mon premier exemple ici. Donc, Kevin Jones. Je vais aller dans le coin inférieur droit de ma cellule. Je vais double-cliquer pour faire une copie jusqu'au même niveau que ma colonne adjacente. Et après ça, je vais aller ouvrir mon petit menu en bas à droite. Et cette fois-ci, je vais choisir l'option de remplissage instantané. Et là, le remplissage instantané, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller chercher un pattern dans les colonnes proches au même niveau, donc sur la même ligne, et voir s'il ne peut pas y trouver comme une logique qui va répéter de ligne en ligne. Donc là, effectivement, il a vu que ce que j'avais fait, c'est utiliser les 2 colonnes à gauche, les joindre ensemble. On peut aller plus loin, par exemple. Donc, je pourrais dire ici KJ comme ça. Donc, juste, je veux les initiales séparées par un tiret. Je vais double-cliquer, remplissage instantané. Et à ce moment-là, Excel va répéter la logique, le pattern que je lui ai comme proposé dans la première cellule. Puis donc, il y a toutes sortes de possibilités. Nom et première lettre du prénom. Donc, je préfère Jones, virgule, K. Et là, donc, il y a plusieurs... attends, ça ne sera pas long. J'ai quelqu'un qui m'écrit dans le chat, je pense. Oups. Ah, j'ai perdu ma barre. Donnez-moi un petit instant. Pas bien Je vous la poser ma question plutôt que de l'avoir écrite. Si j'avais... OK, c'est toi, parfait. Puis là, j'ai cliqué sur de quoi, puis j'ai perdu ma barre de Zoom. OK. Parfait. Si c'était la colonne A qui était le nom de famille et la colonne B qui était le prénom, et que dans ma colonne C, je veux le prénom et le nom. Oui. Donc, peu importe l'ordre, puis même, je te dirais, même si les colonnes, tu sais, mettons, puis regarde, on va le faire ici, là, je vais aller te le faire à droite ici, comme ça ici. Donc, peu importe l'ordre, je pourrais même mettre plus loin à droite ici des fois, là, tu sais, comme, puis en général, ça va marcher. Donc, pas de problème. Et là, tu disais le prénom et le nom, c'est ça? Ou le nom et le prénom, comme ça. Donc, ça, normalement,
je vais faire ça ici, puis on va dire remplissage instantané. OK. Là, il ne l'a pas trouvé, je suis un peu trop loin. Donc, mais en général, quand les colonnes ne sont pas vides complètement, il va être capable de faire le rapprochement. Peut-être que j'ai trop de colonnes vides entre. Oui. Parce que tu vois, souvent, nous, le département des ressources humaines va nous fournir la colonne nom, puis la colonne prénom, puis non, nous, on veut une colonne nom et prénom et nom. Oui, donc c'est ça. Donc, si je l'écrivais ici, donc peu importe l'ordre des colonnes, ça va fonctionner. OK. Ici. Donc, comme je disais, la distance, ça dépend, les colonnes vides. S'il manque des en-têtes dans le tableau, ça se peut qu'il ne le fasse pas si bien, mais en général, c'est assez efficace. Il faut aller tester les limites du système des fois, mais ça marche très bien. On peut faire des logiques très complexes, là, comme là, mon troisième exemple, Jones, virgule K. Puis là, il y a une autre manière de le déclencher. Si je commence à écrire ma prochaine valeur, oups, non, c'est pas Jones, ok, attends, Jones, virgule K ici. Ok, non, Kevel. Ah, là, il ne le fait pas. En général, on va commencer souvent à écrire le deuxième exemple, puis il va nous proposer automatiquement le remplissage instantané. Mais fonctionne très bien là, avec toutes sortes d'ordres et de combinaisons. Là. Je fais même un exemple souvent où ici, on fait une combinaison de dire on a une table de données, puis je pourrais combiner, dire ben, le nom du client ici ou le segment, tiens. Les 3 premières lettres du segment avec les 2 lettres du milieu de l'idée de produit ici, avec les 3 lettres ou les 4 lettres, tiens, de l'État ici. Donc, je pourrais faire un remplissage instantané avec ce genre d'informations-là ici. Donc, là, un peu plus de données, un peu plus de colonnes. Ça va peut-être prendre 20 secondes, 25 secondes, mais Excel va finir par trouver le pattern puis va le répéter. Donc, on peut faire toutes sortes de combinaisons. On peut même ramener ça, ramener des colonnes ensemble, séparer des colonnes en plusieurs colonnes. C'est vraiment un très bel outil. Donc, là, on voit ici, il vient de me répéter mon pattern. Donc, 3 premières lettres du segment, 2 lettres du milieu de l'idée de produit, puis les 4 lettres de l'État ici. Donc, vraiment un très bel outil, très facile à utiliser. Ce serait bête de s'en passer. Fait que dès qu'on a une logique à répéter ligne par ligne qui se base sur des données de colonnes adjacentes ou proches, vraiment, c'est vraiment un très, très bel outil. Good. Donc, toujours dans le but de travailler plus rapidement dans Excel, un tout petit sujet vraiment que j'aime voir un peu, c'est les raccourcis. Fait que je ne lirai pas la feuille avec vous, je vais juste vous montrer quelques petits raccourcis dans Excel, surtout comment se déplacer rapidement dans une feuille Excel. Donc, la combinaison des touches contrôle et flèche pour se déplacer d'un bout à l'autre d'une plage de données, d'un tableau. Donc, contrôle, flèche vers le bas, je descends vers le bas. Contrôle, flèche vers la droite, je vais à la droite ici. Je pourrais vous montrer ça ici, peut-être dans un... Non, je pense que c'est bon ici. J'allais dire dans un autre tableau de données, donc plus petit. Donc, si je fais ça ici, je me déplace d'en haut en bas de cette plage-là. Si je refais contrôle, flèche vers en haut, je saute à la prochaine plage de données. Contrôle, flèche en haut encore, jusqu'au bout de la plage ici. Donc, contrôle flèche, pour moi, c'est vraiment un petit raccourci essentiel qui nous évite là, de faire des scroll-up, de faire dérouler la souris ou d'aller à la droite ici. Puis quand on a des milliers de lignes dans une feuille, ça peut être assez long. L'autre touche clavier que je trouvais importante, c'est la touche Shift. Donc, avec les flèches pour sélectionner des données. Donc, ça, en général, les gens le possèdent assez bien. Ce qui devient intéressant, c'est quand on combine CTRL et Shift ensemble. Donc, si je les garde appuyés, puis je fais CTRL-Shift, flèche vers la droite, bien, en se déplaçant dans la plage avec la touche CTRL, il va aussi, avec le Shift, sélectionner les données. Fait que je peux sélectionner mes en-têtes au complet en un clic. CTRL, flèche vers la droite. Même chose, je vais sélectionner la colonne ici, juste de ce tableau-là, donc il va s'arrêter à la dernière cellule. CTRL-Shift, flèche vers le bas. Puis là, je pourrais garder Shift enfoncé, puis aller faire quelques coups de flèche vers la droite ici pour sélectionner seulement quelques colonnes. Donc, un raccourci qui est bien essentiel pour moi ici. Un autre raccourci, CTRL-A. Alors, CTRL-A va sélectionner une plage de données adjacentes ici. Donc, il s'arrête
jusqu'à la prochaine colonne blanche. Donc, si je vais voir dans un autre tableau ici, par exemple, CTRL-A. Donc, je sélectionne mon tableau. Si j'ai besoin de le copier, de l'amener ailleurs ou de changer sa couleur, peu importe des cellules, donc c'est ce que je vais utiliser. CTRL-A 2 fois, on sélectionne la feuille de calcul au complet. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de bon à voir aussi? Un petit raccourci que j'aime bien. Donc, ça, en fait, je peux peut-être envoyer un petit PDF avec une liste des petits raccourcis. Je n'en verrai pas plein, là, mais ça peut être intéressant de les avoir écrits. Donc, je vais en prendre note. Des fois, j'ai des données ici avec des formats numériques différents, 3, 4 décimales, etc. Donc, on a toujours accès ici en haut au format de nombre. J'ai une petite touche raccourci que j'aime beaucoup, par exemple, qui est CTRL-SHIFT, point d'exclamation, qui m'amène 2 décimales avec un séparateur de milliers. Donc, c'est vraiment un petit détail ici, mais quand on exporte des données de système ou on travaille avec toutes sortes de personnes différentes, des fois, j'aime ramener donc, les données vraiment comme format numérique qui est très standard. Donc, CTRL-SHIFT, point d'exclamation. Là, je vais aller en bas de ma colonne vente, ici, donc CTRL flèche vers le bas. Puis, si je veux additionner toutes les valeurs numériques qui sont en haut d'une cellule, un raccourci Alt égal. Donc, Alt égal, puis on va le revoir dans quelques minutes, une couple de fois, va déclencher une somme automatique ici. Donc, c'est l'équivalent de faire le bouton de somme automatique dans l'onglet Accueil à droite ici. On retrouve le même bouton dans l'onglet Formule somme automatique. Donc, raccourci Alt égal. Donc, c'est vraiment, moi, je fais énormément de sommes dans Excel. Je pense que c'est pour beaucoup de gens la même chose. Alors, c'est ça, un très, très beau petit raccourci ici. Et puis, évidemment, raccourci en général que les gens connaissent de d'autres applications, CTRL-Z pour faire un retour en arrière. Ou CTRL-Y pour faire l'opposé du CTRL-Z, qui est du undo, donc refaire la frappe. Merveilleux, juste voir que je n'ai rien oublié ici. Je pense que c'est pas mal ça. On va voir dans quelques minutes, on va voir quelques-uns d'autres au courant du webinaire. Parfait. Je vais maintenant parler des tris un petit peu dans Excel. Donc, c'est quelque chose en général d'assez simple pour la plupart des gens. Il y a quand même quelques petites choses qui sont bonnes à savoir. Donc, je vais prendre ce petit tableau-là ici. Donc, si je veux trier mes données par ordre alphabétique de nom, dans l'onglet Données, dans la section Trier et filtrer ici, j'ai 2 boutons qui sont mes boutons de tri rapide que j'appelle. Donc, si je veux trier mes données de A à Z, je vais aller cliquer sur le bouton Trier de A à Z ici. Donc, vous pouvez voir que je n'ai pas sélectionné mes données avant. Donc, vraiment, je clique dans la colonne qui va être la base de mon tri. A à Z, Z à A, et toutes mes données suivent ici. Donc, j'ai coloré la ligne en jaune pour qu'on voit que les lignes suivent. Je veux trier mes données par vitesse de temps. C'est comme ça, c'est des résultats de course à pied. Donc, si je veux du plus rapide au moins rapide aux 100 mètres, je clique dans ma colonne, puis je vais cliquer sur mon petit bouton ici. Puis à ce moment-là, mes données sont triées selon cette colonne-là ici. Mais toutes les données ont suivi. Et puis, même chose, donc, puis on voit aussi que si je clique dans cette colonne-là, je vais vis-à-vis mon bouton, c'est marqué trier du plus grand au plus petit maintenant. Si je vais dans une colonne qui a du texte, trier de A à Z. Excel reconnaît la donnée. Je clique dans une colonne qui a des dates, trier du plus ancien au plus récent. Donc, c'est ça. Donc, très simple pour les tris qu'on appelle des tris simples dans Excel, il n'y a vraiment aucun problème. Il faut juste faire attention quand nos données ont des colonnes vides. Donc, si mes données ont des colonnes vides, le résultat ne sera pas pareil. Si je clique seulement dans ma colonne ici, puis je clique sur mon bouton, on voit que les données du reste du tableau n'ont pas suivi ici. Donc, à faire attention. Parce que des fois, on ne se rend pas compte tout de suite, on commence à travailler dans le tableau, on trie. Donc, quand on a une situation comme ça, bien, je dis aux gens souvent, l'idéal, c'est de ne pas travailler avec des colonnes vides dans Excel. Toute donnée
qui devraient aller ensemble devraient rester ensemble. Donc déjà, des fois, les gens le font pour question d'apparence. Donc, ils vont vouloir avoir une séparation visuelle dans les données. Ça va vous compliquer la vie, toujours dans Excel. Donc, je dis souvent aux gens, c'est beaucoup mieux, puis là, je pourrais juste donner un petit exemple ici, plus haut, de effacer nos colonnes, comme ça, et puis d'aller se créer des séparations visuelles, par exemple, avec les bordures. Donc, on pourrait aller se créer des bordures ici. Par exemple, on peut élargir nos colonnes si vraiment on veut plus d'espace entre nos données. Mais c'est vraiment mieux de faire ça que d'avoir ce genre de choses-là ici. Donc, ça va toujours nous compliquer la vie d'avoir des colonnes vides dans nos données dans Excel. Si jamais on a besoin de faire un tri avec un tableau avec des colonnes vides, il faut sélectionner nos données d'abord. Ensuite, dans l'onglet Données, aller choisir le bouton Trier. Et après ça, une fois que le panneau s'ouvre ici, on va dire à Excel, mes données ont des en-têtes. Et puis là, on va lui dire, par exemple, trie-moi mes données par nom, donc de A à Z, par exemple, en ordre alphabétique. Et si je fais ça maintenant, là, mes données vont suivre. C'est beaucoup plus d'étapes que de le faire directement ici. Donc, d'aller trier nos données quand il n'y a aucune colonne vide dans nos données. Mais donc, ça, vraiment de faire attention. Si c'est le cas, sélectionnez les données d'abord et après ça, on va cliquer sur le bouton trier ici. Maintenant, au niveau des tris, dernière petite chose, je vais retourner dans mon tableau données ici. Je vais juste effacer ça. On n'a plus besoin. Donc, on peut faire un tri à plusieurs niveaux dans Excel. Quand on veut faire ça, il faut absolument cliquer sur le bouton trier ici. Donc, si les colonnes sont bien adjacentes, Excel va sélectionner toutes les données comme il faut. Donc, mon tableau ici est bien. Je vais essayer. Je n'arrive pas à le voir comme ça. Mais vraiment, normalement, on va tout bien sélectionner mes données. Après ça, je pourrais lui dire, par exemple, trie-moi mes données en premier par segment. Donc, client, corporatif ou bureau. Puis là, je peux lui ajouter des niveaux. Lui dire, OK, une fois que tu as trié par segment, dans chacun des segments, trie-moi ça par état, par exemple. Dans chaque état, trie-moi ça par ville. Et puis là, on peut même, en fait, je pense qu'on peut aller jusqu'à 30 niveaux comme ça. Je ne me suis jamais servi de plus que 6 ou 7, là, mais donc la possibilité est quand même là. Et après ça, je pourrais lui dire par vente, par exemple. Et puis là, de la vente, par exemple, du montant du plus grand au plus petit. Alors, ce que ça va donner, c'est quelque chose comme ça. Donc, si je regarde mes colonnes par segment, oui, donc bureau chef en premier. Ensuite, dans bureau chef, ici, j'ai mes états. Là, j'ai comme perdu le fil de ce que j'avais fait. Et dans chacun, ah oui, OK, ici, à part ville, je pense, tout ça. Oui, oui. Et ensuite, bon, merci. Donc, dans chaque état par ville, et là-dedans, dans chaque ville, ensuite, mes ventes en ordre décroissant ici. Donc, un tri à plusieurs niveaux dans Excel. Et puis, c'est pas mal ça pour les tris. C'est sûr qu'il y a toujours, on pourrait toujours s'étendre dans Excel, comme on pourrait passer 1 heure sur chaque sujet, mais dans l'ensemble, c'est les petites choses auxquelles faire attention, puis les différentes possibilités qui sont disponibles. Un autre outil qui est relativement lié au tri, c'est les filtres dans Excel. Donc, je vais retourner à mes données ici, et puis je vais aller appliquer un filtre sur ma table de données. Donc, on peut soit aller dans l'onglet Données, cliquer sur le bouton Filtrer, ou il y a un raccourci CTRL-SHIFT-L. Donc, moi, j'utilise beaucoup les filtres, alors j'ai appris le raccourci. Donc, ça va être sur la petite page que je vais vous envoyer ici. Donc, le raccourci CTRL ou CTRL majeur L en français. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça ouvre des petits boutons de menu en haut de vos colonnes ici. Comme je disais, là, je pense que la plupart des gens les utilisent déjà ou l'ont vu dans leur expérience d'Excel. Donc, quand on clique sur un de ces boutons-là, on a premièrement accès à des boutons de tri. On a aussi accès, donc tout dépendamment des données qui sont contenues dans la colonne, à des filtres différents.
Donc, si j'ai du texte dans une colonne, je vais avoir accès à des filtres textuels ici. Donc, ils vont me permettre, par exemple, de dire « Filtre-moi tout ce qui commence par CA et, par exemple, contient le chiffre 123. » Et puis là, Excel va me filtrer, donc avec mes filtres textuels, exactement selon les critères que je lui ai spécifiés. Alors, juste retourner 30 secondes. Donc, ce qu'on avait fait, ça peut être commence par, contient, se termine par. Donc, on a un menu déroulant ici où on choisit le type de critères qu'on va soumettre à notre tri. Ici. Donc, vous allez voir, il y a vraiment toute une liste d'options. Je ne vous la ferai pas lire au complet. Mais donc, c'est ça. Vraiment beaucoup d'options qui sont là. Contient, se termine par, débute par, est plus grand que, etc. Donc, filtre textuel. Évidemment, donc, tous les menus de tri vont contenir une barre de recherche. Donc, si je cherchais 123, j'ai cherché le nombre 123 tantôt. Ici, il va me filtrer 123. Ah, je suis content, c'est pas mon chat. OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, bien pratique, la petite barre de recherche. Puis évidemment, on peut y aller manuellement, aller cocher ou décocher les cases ici, des items spécifiques qu'on veut trier, qu'on veut filtrer. Si maintenant, je vais en haut de la colonne C ici, qui contient des dates. Donc, toujours les mêmes options de tri. Là, ce qui va changer, c'est que j'ai plus accès aux filtres textuels. Maintenant, ce sont les filtres chronologiques. Donc, une autre catégorie. Et là, les options sont différentes. La semaine prochaine, cette semaine, la semaine précédente, etc. On peut évidemment aussi faire, comme on a fait avec le texte, vraiment y aller avec des critères très spécifiques, puis dire une date postérieure au, puis là, avec le petit calendrier, ici, aller choisir une date. Je ne pense pas que j'ai du 2020 dans ce tableau-là, mais je pourrais dire une date postérieure au 1er janvier 2015 et antérieure au 2015, 12-31. Mais en général, on l'utilise plus pour des dates un peu bizarres. Là, je veux dire jusqu'au 15 mai, par exemple, ici. Et à ce moment-là, mes données vont être filtrées du 1er janvier 2015 au 15 mai 2015 ici. Et c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on a un filtre d'appliquer sur des données dans Excel, vous allez remarquer que vos chiffres en haut ici de lignes sont en bleu. Fait que ça vous permet tout de suite, quand vous arrivez dans une feuille Excel, de voir, ah, il y a un filtre qui est appliqué. Parfait. Je vais effacer mes filtres sur ma feuille. Et puis, cette fois-ci, si je clique dans le bouton de filtre de la colonne Vente, j'ai accès à une nouvelle catégorie qui sont les filtres numériques. Donc, encore d'autres options. Très similaires, supérieur A, inférieur A, on peut faire entre deux affaires. On a quelques autres options, par exemple, donc au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, ici, et 10 premiers. Donc, 10 premiers, ça peut induire en erreur, donc je vais cliquer dessus. En fait, 10 premiers, ça peut être les 10 plus bas ici aussi. Donc, je choisis avec mon menu déroulant si je veux que mon filtre mes 10 valeurs les plus hautes ou les plus basses. Puis, ça peut être moins que ça peut être les 5 valeurs, par exemple, les plus hautes, ou bien même les 5% les plus hauts. Donc, je pourrais ici dire avec cette catégorie-là de filtre, dire à Excel, filtre-moi les lignes qui ont les chiffres de vente les 5% les plus hauts et faire OK ici. Donc, ici, j'aurais un filtre avec mes lignes qui ont les ventes les 5% les plus élevés. Donc, filtre numérique, 10 premiers ici. Finalement, dernière catégorie de filtre, filtre par couleur. Donc, quand on colore des lignes manuellement ou des cellules, je peux décider après de filtrer uniquement mes cellules que j'ai surlignées. Et puis, je pense que c'est pas mal tout. Ça reste un outil qui est assez simple, mais que c'est important de bien connaître, en fait. Donc, de savoir vraiment toutes les options avec les dates, la différence. Donc, qu'est-ce qu'on peut filtrer avec des nombres, des dates ou du texte. Merveilleux.
dernière petite chose dont je vais parler pendant que je parle de ça ici, je vais retourner là-dedans. Filtre numérique, tiens, puis on va dire les 10 premiers éléments ici. Donc là, j'ai filtré mes 10 valeurs les plus élevées. Quand je sélectionne ces 10 valeurs-là ici, juste vous mentionner sur la barre des temps en bas, ici, on peut avoir beaucoup d'informations. Donc, ici, j'ai la somme de ce que j'ai sélectionné. Donc, 46 088. La valeur maximale, la valeur minimale et ma moyenne aussi. Et mon nombre de cellules sélectionnées et le nombre de valeurs numériques que j'ai sélectionnées ici. Donc, ça s'appelle la barre d'état en bas. Quand on fait un clic droit sur la barre d'état, on a beaucoup d'options. Donc, si vous ne voyez pas les mêmes options que moi ici, faites un clic droit et vous pouvez venir cocher ou décocher l'information que vous voulez qu'apparaisse sur votre barre d'état. Donc, sans être quelque chose de majeur dans Excel, très souvent, je m'en sers, je sélectionne quelques données, puis je regarde, ah, OK, c'est ma somme. Je n'ai pas envie de faire une formule de somme ou je veux juste valider quelque chose, je vais sélectionner quelques cellules, je regarde, OK, c'est ma valeur maximale, clic, 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 je le sais. Donc, vraiment, pour une observation rapide, c'est vraiment bon de savoir qu'elle est là en bas ici et nous donne l'information donc, sur ce qui est sélectionné, le nombre de cellules de la sélection, c'est ça même le type de données qu'il y a dans la cellule. Good. Je vais passer au prochain sujet, qui est juste un petit 2 minutes sur la fonction somme. Donc, en général, dans Excel, ce n'est pas quelque chose avec lequel les gens ont beaucoup de problèmes. Je vais quand même le faire une couple de fois avec vous de différentes manières. Donc, quand je commence à écrire égal SOMM ici, donc on commence à écrire une fonction dans Excel. Excel va ouvrir un menu déroulant ici, avec une liste de fonctions. Donc, là, je vois ma somme en bleu. Quand elle est en bleu, je peux soit double-cliquer dessus ou appuyer sur la touche de tabulation, donc le tab. Quand je fais ça, Excel va m'auto-compléter ma formule ici dans la barre de formule. Et après ça, je peux aller cliquer sur mes cellules séparées par mon séparateur d'arguments, qui est le point-virgule dans mon cas ici. Dépendamment du langage ou de vos paramètres d'ordinateur, ça peut être une virgule des fois. Et pas besoin de fermer les parenthèses en général dans Excel. On appuie sur Enter, puis il ferme la parenthèse tout seul. Je vais faire la même chose ici, donc SOMM, tab pour autocompléter ma formule. On peut aussi, dans le cas qu'une fonction n'a qu'un type d'argument, donc dans le cas de la somme, c'est juste des nombres, garder la touche CTRL enfoncée. Et à ce moment-là, allez cliquer sur nos cellules comme ça, et Excel va venir insérer le point-virgule tout seul. Donc là, je vais appuyer sur Enter sans fermer ma parenthèse. Donc, puis j'ai un petit tableau ici, là, souvent que je fais pratiquer, ça c'est plus dans le cadre des formations aux étudiants pour leur faire pratiquer la somme de 3 manières. Donc, on avait vu le Alt égal comme raccourci, somme automatique. Je ne vais pas mentionner, mais il marche de gauche à droite aussi. Donc, je peux faire Alt égal ici comme ça, donc pour me créer des sommes automatiques. On a toujours le bouton de somme automatique dans l'onglet Formule, qui fait exactement la même chose, ou on peut faire notre somme manuellement. Ici. Donc, des petites manières un peu plus rapides peut-être de faire sa somme. Donc, en utilisant la touche CTRL pour séparer les arguments, avec le raccourci Alt égal ou bien le bouton de somme automatique ici. Très, très proche de la somme, on a une autre fonction donc, dont j'aimerais parler, qui est la fonction sous-point total. Très simple, très méconnu dans Excel, cependant. Donc, je vais appliquer un filtre. Là, je sélectionne mon en-tête parce que quand j'applique un filtre sur cette plage de données, il applique sur la cellule en haut ici, puis ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais aller sélectionner mes en-têtes pour forcer le filtre sur mes en-têtes ici. Je vais déplacer CTRL, flèche vers le bas, en bas de ma colonne ici, puis faire Alt égal pour faire une somme automatique. Donc, j'ai mon montant de somme, 24 070. Je vais me revenir vers le haut et je vais aller sélectionner mon mois de janvier dans mon filtre et mes cellules vides. Donc, je veux voir ma somme, donc je vais garder mes cellules vides pour voir ma formule de somme ici. Donc, on voit ici que le total n'a pas changé.
Donc, peu importe ce qui se passe, ma somme va toujours additionner les cellules de D6 à D45. Donc, qu'elles soient visibles ou pas, la somme fait ça. Elle calcule de D6 à D45, même s'il y a juste une partie des données qui sont visibles. Maintenant, si j'ai un filtre d'appliquer, je vais effacer ma somme ici, puis je vais faire Alt égale à nouveau. Là, cette fois-ci, Excel me fait quelque chose de différent. Donc, Excel m'a créé une fonction qui s'appelle la fonction sous-point total. Petite fonction, mais vraiment extrêmement pratique. Et on voit aussi que le chiffre a changé. Donc, si je sélectionne mes cellules ici, puis je vais voir dans la barre d'état en bas à droite, j'ai une somme de 8240. Ici, 8240. Je vais changer mon filtre maintenant. Je vais filtrer pour les mois de février. On voit que le montant a changé, 10 880. Si je sélectionne mes cellules, 10 880. Donc, la fonction sous-point total a la particularité de calculer avec les cellules visibles d'une plage filtrée. Donc, si je vais dans ma barre de formule ici, elle contient deux parties. La partie de droite, c'est mes valeurs numériques, donc comme ce que j'avais dans ma somme, D6 à D45. La partie de gauche ici, le 9, donc c'est un numéro de fonction. On le voit ici. Et si je l'efface, Excel m'ouvre un menu déroulant. Donc, le code 9 fait une somme dans la fonction sous-point total. Si je mettais le code 1, Excel me fait une moyenne. Donc, si je sélectionne mes cellules ici, on regarde dans la barre d'état, moyenne 725 et 33. Mais toujours avec la même particularité de calculer sur les données visibles de ma plage filtrée. Donc, ça devient facile. On peut prendre la même plage, on fait une fois la cellule, puis on fait 3 impressions, on va faire un petit rapport très, très rapide qu'on va donner. On n'a pas besoin de se casser la tête. Donc, c'est ça. Donc, on peut voir ici, il y a 11 différentes fonctions dans la fonction sous-point total, mais qui ont toutes en commun le fait de calculer sur les données visibles d'une plage filtrée. Bon. Il y a aussi les fonctions de 101 à 111 ici qui sont exactement les mêmes. Je n'irai pas trop dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais de 101 à 111, c'est pour calculer sur les données visibles d'une plage non filtrée. Donc, des données qui auraient été masquées manuellement. Donc, quand on voudrait masquer des lignes manuellement, puis que notre fonction sous-point total calcule seulement sur les données visibles, on viendrait marquer 101 plutôt que 1 ou 109 plutôt que 9. Donc, fonction sous-point total. Là, je l'ai démarré avec le raccourci alt égal. Donc, on disait que quand la plage est filtrée, alt égal va faire la fonction sous-point total plutôt que la fonction somme. Je peux aussi la démarrer, évidemment, en écrivant directement ici dans ma barre de formule, puis lui dire, bien, choisis-moi le code de la somme et puis viens me prendre ma plage ici. Ce sera pas long, je vais regarder. J'avais quelqu'un dans la salle d'attente. OK, je pense que c'est bon. Parfait. Donc, petite fonction essentielle dans Excel. C'est la seule fonction dans Excel qui calcule sur les données visibles seulement. Donc, elle est extrêmement importante. On va rester dans les petites fonctions encore. Je vais parler de 3 petites fonctions qui sont vraiment extrêmement pratiques, qui sont 3 fonctions qui commencent par NB. Donc, c'est des fonctions de compte. Je vais... quelqu'un qui a pas l'air d'écouter la bonne musique ici. Donc, c'est ça, fonction NB. Donc, le premier NB tout seul, c'est pour compter des cellules qui contiennent des nombres. NBVal pour compter des cellules non vides et NBVid pour compter des cellules vides. Alors, 3 petites fonctions extrêmement pratiques. À quoi elles servent? Par exemple, ici, j'ai une liste de participants. Donc, qui ont fait des examens, qui ont rempli des examens, puis mettons que les notes rentrent au fur et à mesure. Les gens dans l'équipe viennent rentrer les notes. Donc, c'est une toute petite liste, là, mais imaginez que ça peut être 150 noms.
Donc, on veut calculer déjà combien il y a de participants. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser la fonction, donc, égale NB. Et là, on va aller choisir la fonction NBVal ici. Donc, si je fais NBV, je vais la sélectionner dans mon menu ici, la fonction NBVal. Cette fois-ci, plutôt qu'écrire ma formule directement dans la cellule ou la barre de formule, je vais aller ouvrir l'assistant fonction. Donc, à gauche de ma barre de formule, ici, j'ai un outil qui s'appelle Insérer une fonction, qu'on appelle aussi l'assistant fonction, qui nous ouvre une boîte de dialogue ici. Donc, cet assistant-là a l'avantage de nous expliquer que fait la fonction qu'on a sélectionnée. Donc, ici, il nous dit NBVal détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Et puis même, il va nous décrire les arguments ici. Donc, valeur 1, représentant, Bon, je ne vous lirai pas. Donc, ce que c'est tout simplement des cellules ou une plage de données, comme ça ici. Donc, va venir me calculer combien de cellules non vides il y a dans ma plage. Fait que là, je sais que j'ai 10 participants. Nombre de tests effectués. Là, si je regarde mes 3 petites formules ici, je pourrais utiliser la fonction NB. Donc, compter les cellules contenant des nombres. Donc, on fait égal NB. J'appuie sur Tab pour autocompléter ma formule et ouvrir l'assistant fonction ici. Donc, même chose, on a la petite description. Donc, je pourrais venir sélectionner ma plage ici. Là, ils disent que dans ma sélection, il y a 7 cellules qui contiennent des nombres. Et puis, participant inactif, ce serait le contraire. Ce serait calculer le nombre de cellules vides. Donc, égal NB.vide ici. Puis, je vais sélectionner ma plage encore. Donc, ça va me permettre de faire des statistiques. Puis, bon, les fonctions, les formules ont l'avantage d'être dynamiques. Fait que là, je pourrais dire, bon, pourcentage de tests passés égale 7 sur 10, 0,7 ici. Et puis là, dans l'onglet Accueil, je vais mettre un beau format de pourcentage là-dessus. Et puis, au fur et à mesure que je vais rentrer mes chiffres, mon pourcentage va changer. Et donc, mes valeurs vont se mettre à jour ici. Donc, 3 petites fonctions, mais vraiment, pour moi, essentielles quand on veut compiler des statistiques, quand on veut faire des suivis, quand on veut avoir de l'information sur certaines listes qu'il y a dans nos classeurs. Donc, elles sont très, très simples. Il y a juste un argument. Donc, c'est des plages de cellules ou des cellules. Et puis, donc, pas de complexité. Là. Vraiment, trois belles petites fonctions dans Excel. On va maintenant passer à un autre sujet, qui sont les références dans Excel. Donc, probablement un de mes sujets préférés, mais je dirais probablement le sujet le plus important dans Excel. Donc, toute personne qui veut vraiment évoluer dans Excel et se développer comme il faut va devoir maîtriser ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'une référence dans Excel? Une référence, c'est tout simplement, là, je vais aller dans la cellule ici. Si je fais égal, puis je clique sur A1, puis je fais Enter, ça ici, c'est ce qu'on appelle une référence. Donc, cette cellule-là réfère à la cellule A1. Je vais aller dans ma petite plage ici, puis je vais faire égal. Puis là, je vais aller cliquer dans ma feuille ref ici, puis je vais faire une référence. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Je vais d'abord aller dans ma feuille ref ici, et avec Alt égal, additionner mes 3 mois de l'année ici pour avoir mon total trimestre 1. Je double-clique dans le coin inférieur droit pour copier ma formule vers le bas ici. Donc, quand j'ai copié ma formule vers le bas, si j'observe, mettons, la 5e formule ici, tout va bien. Excel a descendu mes références. Donc, ça aussi, c'est une référence. B5 à D5 ici. Donc, et là, B7 à D7. Donc, mes références se sont déplacées exactement de la même manière que ma formule. On appelle ça des références relatives dans Excel parce que leur position est relative à la position de ma cellule. Là, je vais finalement faire ce que je voulais faire tantôt. Là, je vais faire égal ici et je vais aller chercher mes données du trimestre 1 dans l'autre feuille ici. Donc, référence à une autre feuille, mais toujours référence relative. Donc, la référence à l'autre feuille s'est déplacée aussi vers le bas. Donc, si on regarde ici, maintenant, je suis rendu à E6, E7, E8. Donc, la référence se déplace.
Donc, par défaut, Excel crée ce qu'on appelle une référence relative. Supposons que je veux donner un bonus pour chacune des ventes de mes représentants ici. Donc, je vais aller lui dire, fais-moi égal B21 multiplié par C18. Donc, je vais avoir un chiffre ici. Donc, comme plusieurs personnes le savent, si j'incrémente cette formule-là ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que mon bonus, le pourcentage plutôt que resté en haut ici, il a descendu ici, parce que c'est aussi une référence relative. Donc, pour changer ça ici, je voudrais dire à Excel que mon C18, je voudrais le changer en référence qu'on appelle une référence absolue. Donc, dont la position n'est pas relative à ma cellule, mais est une position absolue. Donc, pour ce faire, je peux utiliser la touche F4 vis-à-vis de la référence qui va rajouter un signe de dollar devant la lettre de la colonne et un signe de dollar devant le numéro de la ligne ici. Référence absolue. Et donc, quand je crée une référence absolue, celle-ci ne se déplacera pas. Donc, si je regarde quelques cellules vers le bas ici, à gauche, référence relative, donc elle s'est déplacée avec ma formule. C18 est resté C18 jusqu'en bas. C18. Donc, signe de dollar devant le C, devant la lettre de la colonne, signe de dollar devant le numéro de la ligne. Puis, comme je disais, la touche F4 est un raccourci pour changer une référence relative en référence absolue. Maintenant, je vais aller juste un tout petit peu plus loin là-dedans ici. Donc, on a un autre tableau en bas. Même chose, je vais faire une petite somme, alt égale, je copie ma formule vers le bas. Donc, tout va bien, c'est des références relatives. Ma somme additionne toujours mes deux cellules qui sont à gauche ici. Cette fois-ci, j'aimerais convertir mon montant de dollars canadiens en dollars US. Donc, je vais faire mon dollar canadien divisé par mon taux ici, E42. Donc, maintenant, on le sait, on pourrait faire une référence absolue avec mon taux ici. Et puis, ça m'a... Oups, je vais recommencer ça. Ça, divisé par le taux. Ah, je vais CTRL-SHIFT, point d'exclamation pour mettre un format numérique à 2 décimales. Et je vais copier vers le bas. Donc, tout va bien. Référence relative en bleu, en rouge, référence absolue. Signe de dollar devant la lettre de la colonne, signe de dollar devant le numéro de la ligne ici. Cependant, j'ai beaucoup de colonnes à remplir à droite. Là, j'en ai juste 2, mais imaginez que j'ai 10 taux de change comme ça. Je le veux en pesos mexicains, je le veux en euros ici, je pourrais le vouloir en d'autres devises. Idéalement, je ne veux pas refaire une formule pour chaque colonne. Donc, je vais revenir en arrière ici un pas. J'aimerais dire à Excel, OK, quand je bouge ma formule vers la droite, j'aimerais ça que la référence en bleu, que la colonne soit figée. Donc, pour ce faire, je vais mettre un signe de dollar devant la lettre de la colonne, mais je veux que ma ligne reste relative. Fait que je ne mettrai rien devant le numéro de la ligne. Pour que la ligne, quand je descends ma formule, la référence descende aussi. Maintenant, pour la référence en haut ici, j'aimerais que quand je déplace ma formule vers la droite, la copie, que mon taux change aussi à droite. Donc, j'aimerais ça avoir une colonne référence relative. Donc, je vais enlever les signes de dollar devant la lettre de la colonne, mais que la ligne reste dans la ligne 42, par exemple. Donc, j'aimerais ça figer la référence de ma ligne. Et je vais appuyer sur Enter ici. Je vais copier vers la droite, double-cliquer dans le coin inférieur droit pour remplir mon tableau. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une référence mixte. Donc, j'ai décidé exactement ce qui allait être figé ou pas. Donc, tout dépendamment de comment je vais bâtir mes tableaux, alors c'est vraiment avantageux ici d'avoir une seule formule. Je pourrais ensuite rajouter un taux de change 0,4. Ici, par exemple, ce serait le sol péruvien. Donc, j'ai copié ma formule, puis je peux juste rajouter mes colonnes comme ça. Je peux rajouter mes devises. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est changer mes taux de change en tête ici. Parfait.
Excellent. Donc, c'est un peu ça pour les références relatives, absolues et mixtes. Donc, vraiment un sujet à maîtriser dans Excel. Je vous recommande vraiment de passer un petit peu de temps là-dessus si c'est quelque chose qui n'est pas encore bien maîtrisé. Je vais faire un dernier 2-3 petites minutes, un peu à la course, présenter la fonction recherche V dans Excel. Donc, sur laquelle, en fait, on passe beaucoup plus de temps dans mes formations en ligne ou en personne. Donc, la fonction recherche V va servir à trouver une valeur, comme dans mon exemple ici, donc un numéro de client dans ma colonne ici, et à retourner une valeur sur une ligne correspondante à droite. Donc, vraiment un petit exemple très, très simple ici. Donc, je vais le faire devant vous. Donc, si je commence à écrire ma fonction, je vais aller la chercher dans mon menu déroulant avec mes flèches ici. Appuyer sur Tab. Donc, puis on va ouvrir l'assistant fonction donc à gauche de ma barre de formule ici. Donc, la fonction recherche V contient 4 arguments. Le premier, c'est la valeur qu'on cherche. Dans notre cas, c'est ce numéro de client ici, 11 710. Le deuxième argument, la table matrice. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on sélectionne une table matrice, la colonne de gauche de ma sélection doit toujours être la colonne dans laquelle je fais ma recherche. Donc, dans mon cas ici, la colonne qui contient les numéros de clients. Troisième argument, numéro en index colonne. Donc, à partir de ma première colonne, je vais compter les colonnes. Là, on en a juste 2, donc c'est facile. Pour dire à Excel de laquelle colonne je veux qu'il me retourne une valeur dans ma cellule. Fait que là, je dis, cherche-moi A14 dans ma matrice ici et retourne-moi une valeur de la deuxième colonne de mon tableau. Donc, je vais mettre un 2. Et finalement, dernier argument, quand on veut faire une recherche exacte, ce qui est la majorité du temps pour la plupart des gens, on va mettre faux. Donc, c'est marqué en bas ici. Correspondance exacte est égale à faux. 0, c'est pareil. Donc, c'est vraiment un ou l'autre. 0 ou faux, mais il ne faut surtout pas oublier de marquer ce dernier argument-là, parce qu'il ne vous donnera probablement pas le bon résultat. Donc, si je l'efface, on voit ici, en bas à droite de mes arguments, c'est marqué Andrew Allen. Si je marque 0 ou faux, maintenant, le résultat de la fonction va changer. Donc, ne surtout pas oublier le dernier argument qui dit au recherche V de faire une recherche exacte. Donc, ça comme ça ici. Et très rapidement, avant de clore, je vais faire un dernier exemple. Égal recherche V. Donc, cette fois-ci, je vais aller chercher un numéro de commande, donc A31. Je vais ouvrir mon assistant fonction ici. Dans la table matrice, donc ma feuille donnée ici. Puis, je vais les sélectionner jusqu'à la colonne E. Donc, si vous voyez bien, j'ai commencé de ma colonne A, qui est ma colonne de gauche de ma sélection, jusqu'à la colonne E, au moins la colonne de laquelle je vais retourner ma donnée. Je vais retourner une donnée de la 5e colonne, donc qui est ma colonne du numéro de client. Et dernier argument, 0, pour faire une recherche exacte ici. Je vais cliquer OK. Et double-cliquer dans le coin inférieur droit pour incrémenter ma formule vers le bas ici. Donc, en très, très rapidement, la fonction recherche V, c'est une fonction qui permet de faire beaucoup plus de choses, en fait. Donc, c'est ça, on passe beaucoup plus de temps en général, mais ça vous donne quand même une bonne introduction. C'est une fonction extrêmement pratique dans Excel. Fait que sur ça, je vais clore la formation. J'espère que vous avez beaucoup aimé ça. C'est très rapide pour moi de faire un webinaire, de faire des sujets si riches en si peu de temps. Rebonjour. Est-ce que tu m'entends, Geoffroy? On m'entend très bien, oui. All right. Avez-vous apprécié la session, vous toutes? C'était utile? Geoffroy, c'est un des meilleurs formateurs que j'ai rencontrés, sinon le meilleur dans Excel. Il y a une façon de rendre ça simple, accessible et pertinent. Donc, cet enregistrement, j'espère que ça a bien fonctionné. T'as-tu vu que ça enregistrait, Geoffroy, dans ton code? Ça doit aller et je voyais le petit... Ça doit. C'est un peu rapide. Juste vous indiquer que Geoffroy, avec l'équipe, on est en train de monter, en fait, finaliser un programme de formation pour débutants avec base jusqu'à intermédiaire, à des formations en ligne, à votre rythme, avec des exercices. Puis c'est Geoffroy qui les anime. Vraiment un programme où le niveau 1 a environ 5 heures de contenu.
C'est vraiment un projet sur quelques semaines, voire quelques mois. Et on lance ça dans la prochaine semaine officiellement. Donc, juste restez attentive. Je ne sais pas s'il y en a que ça vous intéresse, c'est le genre de choses que vous l'avez comme plan en 2021 de maîtriser Excel. On va vous envoyer les détails. On va faire une promotion exclusive là, pour les gens qui sont à l'APSAC, qui sont abonnés. Donc, on va vous envoyer ça par courriel. D'ici demain, vous allez recevoir ça, plus l'enregistrement pour ceux qui veulent réécouter les trucs à ce moment-là. Alors, merci d'écrire vos commentaires. Merci, Geoffroy, de ta participation aujourd'hui. Dans Zoom, on n'applaudit pas, on fait ça de même. C'est comme ça qu'on applaudit. Voilà, super. France, elle allume son écran juste pour faire ça. Fait que, merci, Geoffroy. Je te laisse le dernier mot si tu veux dire un dernier au revoir. Bien, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, puis de vos beaux commentaires. Puis c'est ça, c'est vraiment chouette. Là. Je pensais au début le fait d'enseigner en ligne, de ne pas enseigner en classe, mais j'y trouve mon compte, là, finalement. C'est le fun. Là. Super intéressant. Merci beaucoup. Ah, bien, merci beaucoup. Magnifique. À une prochaine. Oui. Good. Bon, là, j'ai la confirmation que l'enregistrement a bien fonctionné. Fait que je vais